Journal du docteur Bidouille, 12 décembre 2041, à 22 h je crois. Enfin, je suis pas sûr. Ça fait 5 ans maintenant que le monde a basculé. Après la vaste fumisterie qui était le bug de l'an 2000, le bug de l'an 2036 paraissait tout aussi débile. Je vous l'avais dit que c'était un coup des martiens. Et pourtant, toutes les horloges du monde se sont mises en rade. Les serveurs régissant le monde entier ont perdu leur synchronisation. Au moment fatidique, 95% de la population était équipée d'objets connectés. Thermostat, voitures, avions, stylos, iPhone 13, tout ça est devenu fou le temps que la propagation du protocole NTP fasse son effet. Mon iPhone, putain. Mon putain d'iPhone, il marche plus. Maintenant que l'heure n'est plus exacte, les montres mécaniques sont devenues hors de prix. La mafia contrôle tout, on tue pour avoir l'heure. Tu sais Bobby, on avait un deal. Tu devais me donner l'heure. Le mec qui ne veut pas être en retard à son boulot vient d'en faire. Donne-moi l'heure, allez, plus vite que ça. Mais j'ai pas l'heure. Les employés n'ont pas accès à la clé du coffre. Monde de merde. Eh, t'as pas l'heure? T'as pas l'heure? Quand on conçoit un appareil comme celui-ci qui nécessite l'heure pour fonctionner, on est face à un problème. En effet, inclure l'heure directement dans l'appareil pendant la fabrication est compliqué, parce que l'heure évoluant, on ne peut pas l'inscrire directement dans une mémoire morte, c'est-à-dire figée comme un disque dur ou une mémoire flash. Il faut obligatoirement faire tourner une horloge interne, cette dernière consomme de l'énergie. C'est pour ça qu'on a des piles sur les cartes mères par exemple. Pour simplifier l'opération, on demande à l'acheteur de régler lui-même l'appareil. Et donc du coup, pour régler l'appareil, on va devoir se synchroniser sur une horloge. Mais cette horloge, elle a bien été réglée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il s'est bien basé sur une horloge lui aussi, qui a été réglée par quelqu'un d'autre. Bon, on laisse tomber ce raisonnement de merde qui servait uniquement à faire l'introduction de la vidéo, on va se concentrer sur la base. Le problème, c'est que l'heure, la seconde, la date, bref, n'importe quelle mesure de temps est définie arbitrairement. La grosse question va donc être celle du référentiel, une chose sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour que tout le monde soit synchronisé. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question puisque l'heure est partout. Il est très facile de se synchroniser. Trop même. Beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de pendules dans cette société. This is Sharon Pinty. Sharon knows rule number 1. The clock is the enemy. The basic rule is this. The more you look at the clock, the slower the time goes. À l'époque, non, pas celle d'avant Internet, bien avant. Non, encore plus avant la première Nintendo. Voilà, un truc du genre. Bref, avant la démocratisation des pendules mécaniques, on utilisait comme référentiel le soleil et éventuellement les étoiles. Par rapport au protocole NTP, c'était aussi précis qu'un tronc d'un scalpel pour faire de la chirurgie, mais bon, ça suffisait. L'apparition des premières pendules mécaniques a permis la mise en place d'une heure plus précise. Mais elle coûtait aussi un bras, et donc du coup elles étaient réservées aux riches. Et puis surtout, c'était une marque de richesse, en fait ça servait à rien, c'était de la déco. Du coup on utilisait les cloches des églises pour indiquer l'heure aux habitants. Et là on se pose une question, comment on fait pour synchroniser l'heure dans un pays alors qu'on n'a aucun moyen pour répandre cette synchronisation? On pourrait imaginer un système de propagation de l'heure via les églises. Imaginons que l'heure de référence soit la cathédrale de Notre-Dame, et que les curés des églises se calent sur l'heure sonnée par la cathédrale pour sonner l'heure à leur tour, ce qui s'étend par d'autres églises, etc. Un peu comme les feux d'alarme dans Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, petit hors-sujet, dans Le Seigneur des Anneaux, les mecs entretiennent des tas de bois secs au sommet de montagnes absolument inaccessibles, pendant des siècles. Non mais franchement, c'est une installation hyper coûteuse. Bref, avec ce système, on a un problème de taille, le ping des cloches. Pour les non-joueurs de jeux vidéo, le ping dans un réseau informatique, c'est le moment entre lequel votre ordinateur envoie une information à un autre ordinateur et que cet autre ordinateur lui répond. En gros, c'est le temps que l'information lui parvienne. Le calcul du ping d'une cloche se fait en tenant compte de la distance entre deux églises et de la vitesse du son dans l'air, qui est d'environ 340 mètres par seconde. En admettant que les curés de l'époque étaient bioniques et se mettaient à sonner la cloche instantanément quand le son d'une autre cloche leur arrivait, en admettant aussi que la qualité de l'air soit la même sur tout le pays, ce qui permet une vitesse de propagation constante, et en admettant aussi que chaque église du pays était à portée de cloche d'une autre église, ce qui ferait des églises un réseau de communication finalement. Bref, la propagation entre Paris et Marseille se ferait en 2210 secondes, soit environ 36 minutes. Et nous on se plaint de 300 millisecondes sur internet. Bon, c'est un système de propagation précis à la demi-heure près, mais c'était pas trop mal pour l'époque. Le problème c'est qu'il fallait qu'ils trouvent des curés bioniques, donc du coup cette solution n'a pas été retenue. Les curés bioniques, ça ferait un bon scénar de film. Un film de merde, mais ça ferait un bon scénar. Bon, en gros j'ai fait des recherches, et en fait à l'époque on se foutait pas mal de l'heure. Sauf pour les bateaux, mais je pense que c'était plutôt le temps relatif au départ du port. Donc pour synchroniser les horloges, on utilisait le soleil. Voilà.
Le temps de référence universel commence à avoir de l'importance avec la montée de l'industrialisation, par exemple les trains qui ont besoin d'être synchro avec les gares. Il est intéressant de noter que d'un point de vue social, l'importance de l'heure va devenir de plus en plus démesurée en fonction de l'industrialisation galopante. La société capitaliste moderne a besoin de l'heure, et tout le monde s'y met. Le temps c'est de l'argent, tout ça. Au début du 19e, l'heure est synchronisée dans les grandes villes régionales, Lyon, Le Mans, Marseille, etc. Mais les villes ne sont pas synchro entre elles, chacune a son temps local qu'elle diffuse dans sa région. C'était le gros bordel. Des employés des voies ferrées prenaient le train avec des chronomètres synchronisés à Paris pour répandre l'heure dans le pays. C'est donc grâce au train qu'on a commencé à voir l'heure exacte dans tout le pays. C'est pas ironique ça? Bon ok, elle était facile. Mais j'ai appris que certaines villes faisaient de la résistance, elles voulaient pas se caler sur le temps national. Pourquoi? Il faut aussi noter que le train lui-même était un repère temporel. Vu le boucan qu'il faisait, le passage d'un train en campagne signifiait une heure précise. Avec ça et les cloches des églises, ça suffisait pour savoir quand rentrer du champ. En tout cas, avec les découvertes en électricité et en électromagnétisme, on arrive à répandre plus facilement l'heure. D'abord, on va utiliser le télégraphe jusqu'en 1910, puis ensuite les ondes radio. Très vite, on attribue une fréquence radio en ondes courtes spécifique à la diffusion de l'heure officielle. Cette station radio diffuse encore de nos jours en continu l'heure et permet à n'importe quel système équipé de se synchroniser automatiquement. Ce qui pose une question. L'heure est relative, donc maintenant qu'on a trouvé le moyen de répandre l'heure, il faut bien qu'on ait une horloge de référence. Il faut bien qu'il y ait une horloge, quelque part, qui donne l'heure officielle. Chaque pays crée donc son organisme officiel pour donner l'heure de référence. En France, c'est le Bureau international des poids et mesures qui s'y colle et qui héberge les horloges de référence. C'est les fameuses horloges atomiques, précises comme on dit chez moi au micropoil de Fion. Un micropoil de Fion correspondant à 10 puissance moins 16. Donc elles sont précises à 10 puissance moins 16 secondes. Et c'est précis? Précis? Ce genre de pendule dérive de 1 seconde tous les 160 millions d'années. D'ailleurs, j'ai appris que ça coûte pas si cher. On peut s'en acheter une pour la maison, par exemple, si vous avez 20 000 € à foutre en l'air. Alors on sait comment propager l'heure sur un pays, mais un jour est apparu Internet. La question de l'heure se pose pour n'importe quel réseau informatique. Elle est importante au niveau de la synchronisation des données. Les banques qui ont besoin de synchroniser leurs serveurs, la bourse ou n'importe quel système qui a besoin de dater ses fichiers pour de la sauvegarde par exemple. Ce qui change énormément, c'est qu'on doit synchroniser massivement beaucoup de systèmes d'un seul coup et le faire avec beaucoup de précision. Même si le système par onde courte est quand même un système de référence qui est encore utilisé de nos jours. Les amis, laissez-moi vous présenter le protocole NTP. NTP pour Network Time Protocol, utilisé dans le protocole IP. IP qui veut dire Internet Protocol. Donc le NTP c'est vraiment un truc de base du réseau Internet. Ce protocole est assez simple à comprendre. En gros, il est constitué de serveurs de référence qui échangent entre eux l'heure et de clients qui ne font que recevoir l'heure des serveurs. On trouve 3 strates. Les 2 premières sont les serveurs de référence qui vont échanger l'heure entre eux. La dernière, en gros, c'est nous, nos ordinateurs, nos téléphones, etc. Tout en haut, on a les horloges atomiques qui propagent le temps universel coordonné. C'est ce qu'on appelle le temps UTC. Depuis le XXe siècle, le monde entier se cale sur ce référentiel. Et le temps UTC est basé sur le TAI, pour temps atomique international. Et ce TAI est calculé selon la moyenne des 250 horloges atomiques réparties dans 50 laboratoires à travers le monde. Alors question, pourquoi le UTC n'est pas simplement le TAI? C'est quoi la différence entre les deux? La Terre ne met pas exactement 1 an à faire le tour du Soleil. Enfin si, techniquement elle met exactement 1 an à faire le tour du Soleil, puisque on a basé l'année sur le tour du Soleil. Mais bon, en fait elle met pas exactement 1 an, il y a des petites variations. Le TAI ne change jamais, par contre l'UTC il change quasiment chaque année. On y ajoute des secondes intercalaires. Ces secondes rajoutées servent à recaler le temps UTC sur le temps terrestre, pour éviter de se retrouver trop en décalage avec la rotation terrestre. Depuis la mise en place de l'UTC, nous avons 33 secondes de décalage avec le TAI. Et là on en arrive au point crucial de cette vidéo. Si vous voulez souhaiter la bonne année avec une exactitude proche de la névrose, si vous voulez être précis à la seconde près, cherchez le bulletin C du Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence qui annonce chaque année s'il y aura une seconde intercalaire le 31 décembre à minuit. Si c'est le cas, fêtez la bonne année avec 1 seconde d'avance. Bon, pour 2015, il n'y en aura pas, mais peut-être l'année prochaine. Bon, revenons à notre protocole NTP. Il y a un problème. De taille. Un problème de taille au sens littéral du terme. En effet, il est très intéressant de savoir comment l'heure est écrite en informatique. Elle est codée en secondes, il n'y a pas de jours, d'heures, de mois ou d'années. Ça, c'est le système informatique qui nous le restitue pour que ça soit lisible par nous. Mais en binaire, le temps NTP est codé en secondes. Et le système ne nous envoie pas le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis l'an 0, mais le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. À l'heure où j'écris le script de cette vidéo, le code NTP est celui-ci. Et là on en arrive au plus intéressant. Non mais là oui, si, vraiment le plus intéressant. Le code en secondes est envoyé via le protocole NTP en 32 bits. Vous voyez le problème ?
32 bits signifie qu'il est composé de 32 0 ou 1. Il existe donc un nombre maximal au-delà duquel 32 bits ne suffisent pas pour l'écrire. Ce chiffre est dans les positifs égal à 2 147 483 647. On ne peut donc pas écrire une date en secondes qui soit plus grande que ce chiffre, parce que sinon on ne peut plus le stocker sur 32 bits. Il ne reste donc plus qu'à calculer quelle serait cette fameuse date. Le 7 février 2036 à 6h28 et 15 secondes. Le temps étant codé en 32 bits, ce jour sera fatidique. À 6h28 et 16 secondes... Non attends, il faut un truc plus dramatique que ça. Donc le temps étant codé en 32 bits, ce jour fatidique, à 6h28 et 16 secondes, toutes les pendules du net vont... Je sais pas qu'est-ce qu'elles vont faire en fait. Dans le jargon des milieux autorisés, on appelle ça le bug de l'an 2036. Il y en a déjà eu un bug similaire. Non, pas avec l'an 2000. Avec le Gangnam Style. Le compteur de YouTube était codé en 32 bits, pouvant donc atteindre un nombre maximal de 2 147 483 647 vues. Partagez cette vidéo pour que je puisse moi aussi atteindre ce nombre de vues. La première vidéo à réussir l'exploit de faire péter les 32 bits fut Gunman Style, faisant bugger le compteur. Depuis, si vous mettez le curseur de votre souris sur le compteur sous la vidéo, vous verrez une petite animation en hommage à ce seuil symbolique. Le bug de l'an 2036 est quand même plus probable que le bug de l'an 2000, parce que c'est un problème qui est directement lié à l'architecture du système, alors que le bug de l'an 2000 n'avait aucune signification informatique particulière. Est-ce que pour autant ça va être la fin du monde? Si vous êtes survivaliste, navré de vous décevoir, il n'y aura pas de bug. En effet, le protocole NTP est développé depuis plus de 20 ans, il est passé par plusieurs versions, et il a fait l'objet de nombreuses études. Et le problème du codage sur 32 bits est extrêmement connu. Et des chercheurs ont déjà commencé à proposer des solutions. Ici par exemple on a une solution apportée pour améliorer le protocole NTP, qui serait composé de 64 bits pour la date et de 32 bits pour les fractions de seconde. Et coder en 64 bits, ça nous mènerait jusqu'à quand? À une vache près, ça nous mène à 292 milliards d'années. Le Big Bang datant d'il y a 13,8 milliards d'années, je pense que bon, ça va, on est large. Le temps est donc quelque chose de passionnant qui a pris de plus en plus d'importance dans notre époque contemporaine. On est passé d'une synchronisation approximative sur le Soleil à des systèmes qui arrivent à synchroniser le monde entier sur des seuils de tolérance qui sont de loin en dessous de la perception humaine. Quant à l'utilité de cette vidéo par rapport à ma chaîne qui est plutôt maker bidouille, je dirais que ça fait de belles anecdotes pour vous pour briller en société lors des fêtes de fin d'année. Je suis même sûr qu'on peut draguer avec ça pendant le jour de l'an. Donc ça va, vous plaignez pas. Si vous avez des remarques, corrections ou des critiques à faire, n'hésitez pas à utiliser les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller voir les liens dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Petit bonus de fin de vidéo pour vous déjà vous souhaiter joyeux Noël, puisque c'est Noël, donc du coup joyeux Noël. Et en plus de ça, j'ai fait des petites recherches sur YouTube, vite fait, et je me suis rendu compte qu'en 2036, il y a un astéroïde qui devrait frôler la Terre ou s'écraser, selon les scénarios, sur la Terre. Et du coup, on pourrait se dire que tout est lié, finalement. Voilà, tout est lié, quoi. Je veux dire, la fin des pendules dans le monde en 2036, et un astéroïde pour couronner le tout. Il manquerait plus que les Illuminati, et là, on est nickel. Des zombies, peut-être. Mais bon, ça sert à rien d'avoir des zombies, si un astéroïde s'écrase, il n'y a plus de zombies, puis il n'y a plus d'êtres humains. Mais bon, voilà, on est dans le trip, quoi. Bon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et à une prochaine.